Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel avis lecture. J'ai à vous présenter en tout 5 romans et 2 graphiques. Certaines lectures font partie de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Je vous remettrai ma vidéo de la pile à lire en haut de l'écran si vous ne l'avez pas vue. Et aussi on a mes 2 premières lectures effectuées dans le cadre du PLIB 2022. Le PLIB, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Le prix littéraire de l'imaginaire Books Fair. Et j'ai été choisie comme jurée pour l'édition 2022, donc je suis ravie. Et vous allez voir que ces 2 premières lectures sont ma foi très chouettes, mais ça on en reparle bien évidemment dans quelques minutes. Alors, on va commencer avec ma première lecture pour cet avis. J'ai donc lu The Missing Sister de Lucinda Riley, qui faisait partie donc de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. On est ici sur le dernier tome à ce jour des 7 sœurs, et on va suivre le destin de plusieurs femmes à travers 3 époques. D'habitude chez les 7 sœurs on est plutôt sur 2 époques il me semble, et là on est sur 3, c'est-à-dire qu'on va se trouver en Irlande au moment de la guerre d'indépendance, donc au tout début des années 20. Ensuite on va se retrouver plutôt dans les années 40-50 et ensuite de nos jours. Pour ceux qui ne connaissent pas, je rappelle simplement, dans les 7 sœurs on suit une famille de 6 sœurs pour le coup, qui vont découvrir chacune leurs origines parce qu'elles ont toutes été adoptées, et on découvre à chaque fois leurs ancêtres et leur histoire familiale. Et là en fait on est sur le destin de potentiellement celle qui pourrait être la 7e, parce que leur père adoptif leur avait toujours dit qu'il avait cherché leur 7e sœur mais qu'il ne l'avait jamais trouvée. Et donc là on est sur donc la sœur disparue, la sœur manquante entre guillemets, et la question de ce livre c'est de savoir si les autres sœurs vont réussir à trouver la 7e ou non. J'ai beaucoup aimé cette histoire, comme toujours j'adore les 7 sœurs, j'adore la plume de Lucinda Riley. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est le côté historique. Je connais les grandes lignes de l'histoire irlandaise, maintenant je suis pas spécialiste, c'est pas forcément un sujet qu'on enseigne à la fac, même quand on fait des études de langue, à moins d'être spécialisé en civilisation irlandaise bien sûr, mais sinon c'est pas un sujet qu'on aborde en profondeur, en tout cas ça n'a pas été le cas pour moi, et donc j'ai été très contente d'aborder ces questions-là un peu plus dans les détails. Comme toujours dans les 7 sœurs, je me suis énormément attachée aux personnages dans le passé et pas tellement aux personnages actuels. Ça a été le cas je crois pour tout le tome des 7 sœurs. Je trouve que Lucinda Riley, sa plume se prête mieux au fait de dépeindre les personnages dans le passé. C'est peut-être juste une question de style, mais ce qui fait qu'à chaque fois je m'attache davantage aux ancêtres des 7 sœurs que à elles-mêmes à proprement parler. Je les aime beaucoup, c'est pas la question, mais je m'attache en général davantage à leurs grand-mères, leurs arrière-grand-mères, leurs tantes, etc. Et là ça a donc pas fait exception. Je trouve toujours que quand on est dans le présent, notamment dans les dialogues entre les sœurs, il y a un côté un peu, c'est pas faux, mais un peu maladroit. On a l'impression que c'est des sœurs, elles ont toutes été élevées ensemble, et pourtant on a l'impression qu'elles se parlent comme si elles se connaissaient à peine. C'est très guindé, c'est un peu coincé, et alors que quand on est dans le passé, c'est une plume qui pour le coup fonctionne beaucoup mieux. Je pense que Lucinda Riley écrit beaucoup mieux les personnages des années 20, 30, 40 que les personnages de nos jours. Maintenant, à mon avis, comme beaucoup, je pensais que ce tome serait le dernier, et donc je pensais qu'on aurait toutes les réponses sur qui était Pasholt, pourquoi il a adopté 6 sœurs et pourquoi il a cherché à en adopter une 7e, quel était son passé, quelle était ne serait-ce que sa profession, parce qu'on ne connaît rien sur le père des sœurs, et Lucinda Riley l'explique à la fin. En fait, à la base, elle avait prévu de finir l'histoire avec ce 7e tome, mais l'histoire lui a en quelque sorte échappé, et elle s'est prise dans l'histoire à aller plus en profondeur que ce qu'elle pensait initialement. Et donc ça laisse clairement entrevoir un 8e tome, parce que on en apprend davantage sur l'histoire de Mary et de Mary-Kate, qui sont les 2 potentielles 7e sœurs, parce que oui, il y en a 2 qui seraient éventuellement les candidates à ce rôle. Mais on en apprend encore très peu sur Pasholt, et donc le 8e tome serait dédié à Pasholt. Comme vous le savez sûrement, malheureusement Lucinda Riley nous a quittés cette année, mais son fils Harry a annoncé qu'il reprendrait le flambeau parce qu'ils avaient commencé à travailler ensemble sur le 8e tome, et donc je pense que d'ici l'année prochaine, ou peut-être l'année d'après, on aura la conclusion. J'espère vraiment que ça sera une conclusion qui répondra à toutes les questions qu'on a pu se poser, parce que c'est une histoire que j'aime beaucoup, mais j'avoue que là, 8 tomes au bout d'un moment, c'est pas qu'on se lasse, c'est pas vraiment ça, mais à force d'avoir des indices, des petites miettes laissées par-ci par-là, on
je commence à entrevoir certaines choses, je commence à entrevoir éventuellement des liens entre la famille d'Apliez et une autre famille. Si vous avez lu ne serait-ce qu'un ou deux tomes de la saga, je pense que vous pouvez voir de quelle famille il s'agit. Ça se confirme dans celui-là. Et donc j'ai envie d'avoir des réponses. Maintenant, ça reste toujours un très bon moment, même si on est sur des pavés, celui-là est un grand format et pourtant il fait plus de 800 pages. Et je l'ai dévoré en 3 jours. Ça m'a beaucoup touchée. Les destinées de femmes sont toujours très touchantes dans ces livres et forcément, avec la question irlandaise, on aborde une question politique, c'est sûr, mais c'est intrinsèquement lié dans le cas de l'Irlande avec la question religieuse et c'est toujours très bien fait chez Lucinda Riley, c'est toujours fait avec beaucoup de pudeur, beaucoup d'élégance et une certaine finesse. Donc si vous n'avez pas commencé cette saga, franchement foncez, ils sont tous traduits, même celui-là, ils existent tous en poche en France, à part le 7ème, mais les 6 premiers en tout cas sont disponibles en poche. Donc foncez, et si vous avez d'autres recommandations dans ce genre, n'hésitez pas à me les faire. J'ai vraiment réellement envie d'en lire plus. Donc des destins de femmes qui, à leur échelle, ne pensent pas compter plus que ça, mais qui au final vont marquer l'histoire à leur façon. Donc je vous attends dans les commentaires, franchement n'hésitez pas, et si vous connaissez pas ça, foncez. Ensuite, on va enchaîner avec mes 2 lectures pour le PLIB 2022. Le premier, vous l'avez vu dans mon book haul du Retour de France, que je vous remettrai en haut de l'écran. J'ai lu Les Dossiers du voile de Adrien Thomas. Avant ça, j'avais lu Engrenage et sortilèges et Le Royaume rêvé. J'ai lu que le premier tome pour l'instant, j'ai Le Royaume éveillé dans ma pile à lire du Pumpkin. Mais donc voilà, je n'avais lu que 2 romans de Adrien Thomas et celui-là me faisait très très envie depuis sa sortie. On est sur du Young Adult et donc c'était la première fois que je lisais cet auteur en Young Adult dans la mesure où Engrenage et sortilèges c'est plutôt du jeunesse middle grade et Le Royaume rêvé c'est clairement de l'adulte. Donc je dois dire que je l'attendais un petit peu au tournant dans Young Adult et au final c'est peut-être ce qui m'a légèrement moins convaincue, mais on va y revenir dans quelques instants. Tout d'abord je vous parle un tout petit peu du résumé. On va suivre une famille, les Morcès, qui sont une famille de sorciers parce qu'on se trouve donc à Paris. C'est notre monde, sauf que dans ce Paris, il y a des créatures de toutes sortes, des sorciers donc, composés de nécromanciens, de druides, etc., mais aussi des vampires, des loups-garous, des trolls, bref, tout un petit monde un peu merveilleux, féerique. Et dans la famille Morcès, on a la grande sœur qui travaille comme enquêtrice dans la brigade chargée de réguler le voile, c'est-à-dire ce monde. Et on va suivre également la sœur du milieu, je dirais à peu près, elle doit avoir 12-13 ans, qui s'appelle Mona. Parce que donc Tia va enquêter sur des meurtres qui ont lieu dans Paris et qui concernent des créatures de clans rivaux, c'est-à-dire par exemple on va avoir des meurtres qui vont concerner 2 factions rivales de sorciers, on va aussi avoir des affrontements entre les loups-garous et les vampires, etc. Et Mona qui va se retrouver un peu malgré elle mêlée à tout ça. Je vous en dis pas plus parce que c'est un tome unique et comme c'est assez court, j'ai pas envie de vous spoiler. Le côté enquête surnaturelle était très très chouette. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup aimé l'humour et comme toujours la grande intelligence et la grande finesse qu'il y a dans la plume d'Adrien Thomas. Maintenant, ce que je vous disais, c'est ce qui m'a un peu moins convaincue, c'est l'aspect Young Adult. Ça reste très très chouette. Maintenant, j'ai vraiment eu l'impression qu'à certains moments, on se cherchait. Et je pense que ça vient notamment du fait de l'alternance des points de vue, c'est-à-dire que Tia est une adulte, elle a la trentaine, Mona est une toute jeune ado, et donc le fait d'alterner entre ces 2 points de vue faisait qu'on avait un peu les fesses entre 2 chaises, et qu'on n'était jamais ni dans du jeunesse, jamais ni dans de l'adulte, mais au final on n'était pas non plus dans du young adult. Il y a eu quelques, entre guillemets, légères grossièretés, très légères, mais ça restait globalement... ça aurait pu être du middle grade si on avait simplement changé le vocabulaire, je veux dire, de ce côté-là, ça m'a pas plus choqué que ça. Ce que j'ai apprécié, c'est que Adrien Thomas n'a pas cherché à intégrer une romance un peu au chausse-pied comme on peut le voir dans certains young adults pour être catégorisé comme du young adult. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui semble se dessiner, mais au final, ça n'est pas du tout ça, et ça, j'ai apprécié que ça prenne le contre-pied du young adult de ce côté-là, ça c'était très chouette. Mais je vous dis, pour moi, ça aurait pu être du middle grade, simplement en changeant un peu le vocabulaire.
ou alors il aurait fallu se concentrer davantage sur Tia plutôt que sur Mona, et garder Mona en personnage secondaire plutôt qu'en personnage sur lequel on se focalise pendant une bonne partie du bouquin. Maintenant, ça reste une lecture très très agréable, je vous le dis. La plume de Adrien Thomas est toujours aussi efficace. Il faisait partie de mes 80 sélectionnés pour le PLIB. J'espère qu'il va être dans les 25 présélectionnés et qu'il va continuer dans l'aventure parce qu'il mérite d'être lu. Deuxième lecture effectuée pour le PLIB, nous avons D'or et d'oreiller de Flore Vesco, publié à l'École des loisirs. Ce livre, j'en attendais énormément et en même temps, je ne savais pas quoi en attendre parce que ça fait quasiment un an qu'on entend parler de tous les côtés et que les gens ont des avis absolument dithyrambiques sur cet ouvrage et qu'à chaque fois ce sont des coups de cœur, des énormes surprises. Et ben, je fais pas exception à la règle. Ce livre est extrêmement déroutant, mais d'une bonne façon. Alors, je vais essayer de vous le résumer, mais il est très très court. Il fait, je crois, 220 pages. Donc, j'ai pas envie de trop vous en dire parce que il faut y aller, à mon avis, sans trop en savoir. On va suivre 3 sœurs de bonne famille. Leur famille est plutôt aisée, mais c'est pas non plus les plus riches. Et leur mère veut absolument qu'elles fassent un bon mariage, justement pour enrichir la famille. Et un jour, un château non loin, qui était jusque-là un peu laissé à l'abandon, a été redécoré, remis en état, etc. Et surtout, s'est réinstallé dedans l'héritier de ce château, qui est un noble, le Lord Henderson. Et il invite, enfin en tout cas, elles ont entendu qu'il cherche une femme, et qu'il invite un peu tour à tour des jeunes femmes pour éventuellement savoir si elles sont bonnes à marier. La maman va donc en profiter pour envoyer ses 3 filles et le test que le noble propose, c'est qu'elles doivent passer une nuit dans une pièce seule sur un lit où il y a des matelas empilés les uns sur les autres. Le matin, il leur demande si elles ont bien dormi et en fonction de leur réponse, ou pas en fonction de leur réponse d'ailleurs, il les garde ou pas. Et jusqu'à présent, forcément, il en a gardé aucune, elles ont toutes été remerciées. Les 3 sœurs vont passer le test, je vous laisse voir ce qui se passe. Il y avait donc également Sadima, leur femme de chambre, qui les accompagnait, et elle va se retrouver également mêlée à cette histoire. Je ne vous en dis pas plus. Ce résumé tel que je vous l'ai fait et tel qu'il est présenté par la couverture fait évidemment penser au conte de la princesse au petit pois. Cet ouvrage s'inspire évidemment de ce conte, clairement, mais c'est tellement plus que ça. Il y a d'autres inspirations dans ce livre, je ne vous dirai pas lesquelles, j'ai envie de vous laisser les découvrir parce que moi je ne les connaissais pas et j'étais très agréablement surprise. Mais c'est pas non plus qu'une réécriture de conte. C'est dans la collection Medium Plus, donc on va dire la collection Young Adult de l'École des loisirs, et ça aborde tout un tas de sujets. C'est un ouvrage éminemment féministe, c'est vraiment très très bien fait. Ça aborde notamment la question du rapport au corps et de la découverte de la féminité. C'était à la fois très doux, mais aussi plein d'humour, parfois pince sans rire, plein d'ironie, plein de mordants. J'ai beaucoup aimé les personnages. Il y a une petite touche aussi un peu plus frissonnante qui pourrait presque faire roman gothique par certains côtés, et ça je m'y attendais pas du tout. C'est un ovni littéraire ce roman, mais j'ai été conquise et je me suis laissée guider du début à la fin. Et j'ai trouvé ça absolument formidable. La force de ce livre, c'est la plume de l'autrice. Clairement, Flore Vesco a une plume très très intelligente, très enlevée, pleine d'élégance, mais aussi pleine d'esprit. Ça reste un joli petit coup de cœur et je suis ravie de l'avoir lu. Lui aussi, il était dans mes 80 sélectionnés pour le PLIB. J'espère qu'il va avancer dans le prix parce que clairement, il mérite d'être lu par le plus grand nombre. Franchement, il est à mettre entre toutes les mains pour moi. C'était une superbe découverte. Comme toujours, l'École des loisirs, ils me déçoivent jamais, c'est le cas depuis 20 ans et je suis ravie de voir qu'ils sont encore capables de me surprendre. Vraiment, c'est toujours des pépites. Si vous pouvez le lire pour vous ou pour vos ados, franchement, allez-y, c'est vraiment de l'or en barre ce livre. Ensuite, un livre que je n'ai même plus en ma possession, c'est pour vous dire. J'ai lu, je vous remettrai la couverture en bas de l'écran, Daughter of the Pirate King de Trisha Levansala. Je vous en avais parlé la semaine dernière dans mon vlog quand on est allé à Glasgow, je vous le remettrai en haut de l'écran lui aussi. Et je vous disais que j'avais lu, je crois, peut-être une petite moitié du roman ou peut-être les 2/3 et que j'étais pas sûre de lire la suite. Et ça c'est confirmé effectivement. Je vous refais un petit peu le pitch très rapidement et ensuite je reviens sur mon avis. On suit Laosa qui est une capitaine de bateau pirate. C'est la fille du roi des pirates. Donc pour moi ça serait la fille de Keira Knightley parce que pour moi Keira Knightley c'est le roi des pirates. N'hésitez pas à me dire si vous avez la référence.
Et donc le roi des pirates cherche un objet très précieux dont il a besoin pour accéder à un trésor que personne n'a jamais pu trouver. Et Lhasa se doute que cet objet se trouve sur le navire d'un pirate ennemi. Et donc elle va se laisser exprès kidnapper par ce bateau ennemi, par son capitaine, dont je n'ai même plus le nom, c'est dire. Et surtout, ce capitaine est aidé par son frère Raiden, qui est le premier maître, sauf que, vous vous en doutez, on est sur du Young Adult, il va y avoir une romance. Cette romance va donc être entre Lhasa et Raiden, et on va aussi découvrir très très rapidement que Lhasa cache un secret, mais avec des gros guillemets, un secret. Pourquoi je dis ça? Parce que de 1, dès le premier ou le deuxième chapitre, elle fait une référence qui à mon avis se veut subtile mais qui l'est pas du tout. Peut-être que si je l'avais lu en tant qu'ado ça m'aurait surpris mais je suis pas sûre du tout. Et surtout, la maison d'édition a pris le parti d'imprimer la couverture du tome 2 au dos du tome 1 et le titre du tome 2 vous spoil le secret de Lhasa, c'est-à-dire que vous avez juste à retourner le livre, vous n'avez pas besoin de lire de résumé, vous avez juste besoin de voir la photo du tome 2 et vous aurez été spoilé d'un secret qui est révélé à la moitié du livre. Donc clairement moi il n'y avait plus de suspense et quand je vous ai fait mon avis la semaine dernière, je vous disais « Ah, j'espère que va y avoir quelque chose, un retournement de situation, un twist, quelque chose. » Non, il n'y a aucun twist. C'était très très prévisible. C'est un schéma Young Adult hyper classique. C'est resté une lecture globalement agréable. La plume est pas mauvaise, loin de là. Et le rythme est pas non plus trop mauvais, mais en attendant, j'ai trouvé ça assez plat et surtout très très prévisible. C'est ça que je lui reproche. On m'avait prévenu que la romance prenait le pas sur le reste, et effectivement c'est ça, moi, un roman pirate, je m'attendais à ce qu'il y ait énormément d'action dedans, peut-être de l'humour, peut-être aussi des créatures, ou en tout cas quelque chose qui se passe vraiment dans la mer, mais là pour vous dire, ça aurait pu se passer dans n'importe quel autre décor, ça changeait franchement pas grand chose, du moins pour moi. Et, votre vie sera pas chamboulée si vous ne le lisez pas. Voilà. Alors, on enchaîne avec une autre de mes lectures du Pumpkin. J'ai lu The Box in the Woods de Maureen Johnson. On est sur la suite de la trilogie Truly Devious. Dans Truly Devious, on suit Stevie, qui a été admis à la Ellingham Academy, qui était un lycée très spécial vu qu'il accepte sur bourse des élèves qui ont seulement des centres d'intérêt très spécifiques. Par exemple, Nate, qui est le meilleur ami de Stevie, est devenu un auteur célèbre à 14 ans pour avoir écrit un roman de fantasy à succès. Janelle, l'autre meilleure amie de Stevie, elle adore bricoler, elle invente des choses, elle touche à tout, elle est aussi très créative et très artistique. Il y a une autre des pensionnaires de l'académie qui veut être journaliste et qui a son propre podcast, etc. Et Stevie, elle, sa spécificité, c'est qu'elle adore les true crime et elle adore essayer de résoudre des true crime qui n'ont jamais été résolus. Dans la première trilogie, elle va donc résoudre le mystère de la Ellingham Academy. Je vous laisserai découvrir de quoi il s'agit et également résoudre des meurtres qui vont avoir lieu de nos jours. Là, elle est en vacances, elle va attaquer sa dernière année à l'académie et on va lui proposer un job d'été dans une colonie de vacances qui a été rachetée par un propriétaire d'une entreprise qui à la base fait des box, vous savez les box dans lesquelles on a plusieurs produits sur un thème, et ce propriétaire de box se lance dans un concept de podcast True Crime sur un quadruple, je crois, oui, quadruple meurtre qui avait eu lieu dans ce camp de vacances il y a 30 ou 40 ans. Stevie va accepter, elle va également faire embaucher ses deux meilleurs amis, donc Nate et Janelle, et ils vont enquêter sur ce quadruple meurtre. C'est beaucoup plus rapide que Truly Devious, vu que Truly Devious était une trilogie. On avait résolu globalement le meurtre dans le passé à la fin du 2, et le 3 était dédié plutôt au meurtre dans le présent, mais ça, en tout cas c'était beaucoup plus long, tandis que là tout se résout en un tome. On a également, j'ai oublié de le dire, des meurtres qui se produisent au moment où Stevie est dans la colonie de vacances, mais en tout cas tout se résout très rapidement. C'est un roman assez court, il fait moins de 400 pages, et donc on résout en tout, je crois, 5 ou 6 meurtres, je dirais, en l'espace de 400 pages, donc c'est vraiment très rapide. C'était encore très très chouette, j'avais adoré Truly Devious, et celui-là je l'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup la plume de Maureen Johnson, alors je l'ai lu que dans ce genre-là, j'ai jamais lu ses romances, mais c'était très très chouette. Ce que j'apprécie toujours énormément chez elle, c'est qu'il y a toujours énormément de diversité dans ses romans.
Il y a pas mal de représentations et on aborde toujours des questions de santé mentale, notamment Stevie est sujette à la crise d'angoisse et il y a également des personnages qui souffrent de dépression dans ces ouvrages et c'est toujours fait avec beaucoup d'intelligence, j'aime beaucoup. Il y a pas mal d'humour en général, j'adore les personnages de Nate et de Janelle pour ça, ils sont vraiment très très chouettes. J'étais persuadée que ça se passait sur un campus d'université et que donc on allait faire une rentrée à l'automne, c'est pour ça que je l'avais gardé pour l'automne, mais en fait non, ça se passait en été et je vous avoue que j'aurais préféré le lire en été parce que l'ambiance colonie de vacances était très bien retranscrite. Si vous connaissez pas encore Truly Devious, il me semble que le premier tome au moins a été traduit, je vous le remettrai en barre d'infos et en bas de l'écran si c'est pas le cas, mais en tout cas allez-y. C'est pas forcément accessible par contre si vous voulez lire en anglais pour les grands débutants en anglais. Maureen Johnson a une plume quand même assez recherchée. Pour le coup j'avais écouté un des tomes, je crois le tome 2 ou le tome 3 en audio et c'était vraiment super. Donc si vous vous sentez pas forcément de lire en anglais en version papier, peut-être testez-les en audio parce que c'était vraiment très très bien fait, la narration était tip top. Et surtout, comme c'est une histoire de true crime, ça donne l'impression d'écouter un podcast de true crime. Et j'avais vraiment beaucoup aimé ce format pour cette histoire. Donc je vous remettrai le lien de l'audiobook en barre d'infos. D'ailleurs, je vous mets également un lien qui vous permet d'avoir, je sais plus, je crois 1 mois gratuit sur Audible si vous utilisez mon lien. Donc voilà, franchement, l'écoute de livres en audio, ça peut être un bon moyen de se lancer en VO. Et je vous le dis, pour cette série de romans-là, c'est un super média, c'est vraiment très très confortable et c'est plutôt immersif. La première trilogie pour l'automne, ça sera très bien, mais celui-là, si vous voulez, peut-être gardez-vous-le, comme je vous l'ai dit, pour un été. C'en est tout pour les romans, on va passer à 2 graphiques. Le premier, je vous en ai parlé rapidement dans ma vidéo dédiée aux lectures spooky que je vous conseille pour cet automne. D'ailleurs, je vous la remettrai en haut de l'écran. Il s'agit de Sombre Citrouille, l'adaptation en BD du roman de Malika Ferjouk par Nicolas Pitts. Je vous en reparle très très rapidement si vous n'avez pas vu ma vidéo d'avant. On va suivre ici la famille Coudrier, qui est une famille très vieille France, ma foi, qui se réunit tous les ans au 31 octobre. D'une part pour un peu marquer la Toussaint, être tous réunis, mais surtout pour marquer la mort d'un des oncles, donc un des enfants des parents Coudrier. Et nous, on va suivre tous les petits-enfants, leurs âges vont à peu près de 6 à 17 ans, quelque chose comme ça. Et on va suivre un peu plusieurs points de vue de ces petits-enfants. Ce qui va se passer, c'est que les petits-enfants, justement, vont retrouver dans le jardin le corps d'un homme mort, et l'un des cousins, celui du milieu qui doit avoir 12-13 ans, avait entendu cet homme se disputer avec le grand-père. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont cacher le corps pour pas gâcher la soirée, et surtout pour avoir le temps d'enquêter. Ce meurtre, et plus globalement cette soirée du 31 octobre va être un peu un prétexte pour remuer les secrets de famille, pour remuer le passé, et on se rend vite compte que la famille Coudrier, sous ses aspects bourgeois très propres, a en fait pas mal de casseroles, et que y a plusieurs personnes, plusieurs membres de cette famille qui sont, qui d'une part, qui font un peu grincer des dents, voire même qui sont complètement désagréables. C'est une des forces pour moi de Malika Ferjouk, c'est ses personnages. On s'attache très vite à certains et d'autres sont en général très très désagréables et c'est très bien fait. Là, ça échappe pas à la règle. Il y en a qui font clairement lever les yeux au ciel, d'autres qui vous hérissent le poil et que vous avez juste envie de baffer. Notamment la grand-mère, je déteste la grand-mère Coudrier. C'est très très chouette, ça se lit très vite, notamment c'est un graphique, mais le roman de base se lit très vite, il doit faire peut-être 200 pages écrit très très gros. C'est une petite histoire très sympa que je vous conseille si vous avez l'occasion de le lire le soir du 31 octobre justement, vous serez vraiment dans l'ambiance. Je vais vous montrer quelques planches pour vous donner une idée du style graphique. J'aime beaucoup la colorisation, ça fait vraiment très automne. Et en plus, ce que j'ai énormément apprécié dans cette BD, c'est que ils ont fait plusieurs pages, j'essaie de vous en trouver une qui vous spoilerait pas trop, comme ceci. Vous voyez, toute noire, et les dessins sont faits avec des couleurs néon, très flash, qui donnent vraiment l'impression d'être la nuit dans une ambiance pesante, creepy. Alors, il n'y a rien de surnaturel ni quoi que ce soit dans cette BD, ni dans cette histoire, mais c'est vraiment ambiance secret de famille,
secret lourd, très oppressant. On sent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond chez les Coudrier, que plusieurs des membres de cette famille ont des choses à se reprocher, et jusqu'à la dernière page quasiment, on découvre que certains ont des choses à se reprocher. J'aime beaucoup Malika Ferjouk, c'est pas mon histoire préférée, je préfère de loin les Broadway Limited, mais ça reste très efficace. C'est pas forcément à destination des plus jeunes, mais à partir de 11-12 ans, ça se lira sans problème. C'est plein d'humour, et surtout il y a quand même plusieurs niveaux de lecture, c'est pas non plus hyper profond, mais ça sera largement apprécié par des adultes à mon avis. Je vous le conseille, que ça soit en graphique ou en roman, mais en graphique vous aurez donc ces magnifiques pages noires et néons entre guillemets, qui je trouve contribuent vachement à l'ambiance un peu glaçante, un peu poisseuse de ce livre et de cette famille. Et dernière lecture que j'ai faite hier, j'ai lu Dans la tête de Sherlock Holmes, le tome 2, donc la BD adaptée évidemment des romans de Conan Doyle par Cyril Liéron et Benoît Dahan. On est ici sur une histoire inédite, c'est-à-dire que c'est inspiré des personnages évidemment de Conan Doyle et de l'univers en général, c'est-à-dire des thématiques abordées dans les Sherlock Holmes, mais c'est une histoire inédite. Ce que j'avais oublié quand je vous en ai parlé en book haul, c'est que ce tome 2 en fait fait réellement suite au tome 1, c'est-à-dire que l'enquête a été coupée en deux, ce ne sont pas deux enquêtes distinctes. Souvenez-vous, il s'agit de cette très belle BD qui s'ouvre avec la tête de Sherlock comme ça. On est ici donc sur la continuité du tome 1, comme je vous le disais. Il a fallu que j'aille lire le petit résumé qui se trouve au tout début de celui-là, parce que je m'en souvenais absolument pas, ça faisait 2 ans que je l'avais lu. En fait, Sherlock et John mènent l'enquête suite à une série d'enlèvements qui ont pour point commun que les gens qui ont été enlevés étaient tous détenteurs d'un ticket pour le même spectacle d'un prestidigitateur chinois. Et ils avaient aussi tous pour point commun d'avoir des caractéristiques physiques qui se ressemblent. Voilà, c'est là qu'on s'en arrête au tome 1, et donc ici on va avoir la résolution. Si vous ne connaissez pas ces BD, je vous montre juste quelques planches. Ce sont des BD entre guillemets un peu interactives. Il y a souvent des petites choses qui vous sont demandées ou suggérées de faire. J'essaye de vous trouver un exemple. Voilà, par exemple ici, vous voyez, vous avez une petite instruction en bas de la page, j'espère que vous allez voir, qui vous dit recourbez le bord droit de la page pour rejoindre les pointillés, et donc ça vous permet d'avancer dans l'histoire. Et aussi, la spécificité de cette BD, c'est qu'on est littéralement dans la tête de Sherlock. Vous avez des planches par exemple, comme ça, où on suit son cheminement de pensée. Vous avez aussi une partition au moment où il joue du violon, parce que ça l'aide à réfléchir, et donc cette partition reflète son cheminement de pensée. C'est vraiment très très bien fait, j'ai adoré. C'est pas forcément toujours très facile à lire justement, parce que la structure peut paraître un peu déroutante, c'est pas forcément les cases comme on lit d'habitude, une case, une bulle. Il faut peut-être être un peu plus concentré. Surtout, il faut être concentré pour voir tous les petits détails qui se cachent dans les pages. C'est un design très très détaillé, mais j'aime beaucoup cette identité graphique. Vous avez une palette de couleurs qui est assez dingue, avec notamment des planches un peu sépia comme celle-là. Et je trouve ça magnifique, le travail est tip top. Vraiment, le travail éditorial est fou sur cette BD. Je vais pas vous les montrer pour pas vous spoiler, mais par exemple, vous avez des pages où il faut regarder la page d'avant en transparence. Et donc, ils ont fait un travail éditorial vraiment très très fin, très minutieux pour arriver à ce résultat. Prenez le temps de le manipuler, prenez le temps de regarder les planches, vous serez pas déçus. Concernant l'histoire, j'ai beaucoup aimé la tournure que prend l'enquête, je m'y attendais pas du tout. Ça a vraiment respecté l'esprit de certains Sherlock, dans lequel on va dans des considérations un peu politiques ou un peu plus profondes que juste un vol de bijoux, une vengeance personnelle, etc. Là, on est sur vraiment une question qui a eu son importance dans l'histoire de la Grande-Bretagne, et c'est ça que j'ai adoré. Et j'ai trouvé ça super, que ça soit des enfants de 9-10 ans, des ados ou des adultes, tout le monde trouvera son compte dans cette BD. C'est vraiment un super objet, et l'histoire ne déçoit pas. On pourrait s'attendre à ce qu'ils aient tout mis dans le graphique et le côté manipulation, mais non, pas du tout. L'histoire suit largement. Je vous conseille très fortement cette duologie. Je sais pas s'il y en aura d'autres, je l'espère, mais en tout cas, je vous le recommande très fortement. C'est à la fois un bel objet et un très bon moment à passer. Et bah écoutez, c'en est tout pour moi et cet avis lecture. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces ouvrages et ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi si certains vous ont fait envie.
N'hésitez pas forcément donc à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à la recommander à quelqu'un à qui ça pourrait plaire éventuellement. Moi je vous dis un grand merci et je vous dis à très bientôt. Ciao!